Ok. Bien, donc maintenant je vais laisser la parole à Dominique Franco, qui va nous parler d'initiation à l'investigation clinique et à la recherche. Bon, on en parlait un petit peu tout à l'heure. Hein, une des facettes de la carrière en hôpital universitaire, c'est justement cet aspect de recherche pour les statutaires, mais pour les non-statutaires, les praticiens hospitaliers, en CHU, ils font de la recherche, et souvent à très haut niveau. Voilà, je te laisse la parole. Je sais plus très bien. Date de modification, un truc comme ça? Non, je me souviens plus, je n'ai pas regardé depuis longtemps. Initiation. Initiation, voilà, c'est ça. C'est bon? C'est vers ça. Voilà, bonjour. Donc je vais vous parler de choses qui sont un peu plus marginales que tout ce que vous avez entendu jusqu'à maintenant, hein, mais qui sont néanmoins assez importantes, qui sont l'investigation clinique et puis la recherche. Ce sont vraiment deux choses tout à fait différentes. Autrefois, on utilisait les mots recherche clinique, recherche fondamentale. Je crois que maintenant, il faut bien séparer les deux. L'investigation clinique, c'est pas réellement de la recherche, et c'est deux parcours complètement différents. Ce sont deux points importants parce que ce sont les sources de l'innovation, et l'innovation, vous savez que c'est au cœur du progrès, c'est au cœur du progrès médical, et puis aussi l'innovation fait la richesse d'un pays. On vous en parle suffisamment actuellement sur les ondes pour vous dire il faut absolument innover, et la France n'innove pas assez. Alors, l'investigation clinique, qu'est-ce que c'est? C'est le moyen d'évaluer les innovations dans le domaine de la santé. Alors, les innovations, elles peuvent être dans différents domaines, dans les innovations thérapeutiques. Comment démontrer qu'une intervention nouvelle est meilleure que l'ancienne, ou qu'un traitement chirurgical est supérieur à un autre traitement. Elles peuvent être d'ordre diagnostique, c'est-à-dire démontrer qu'un test diagnostique biologique ou qu'un nouvel type d'investigation radiologique, morphologique est plus performant que celui habituellement utilisé. Également, ça peut être une innovation d'ordre stratégique, c'est-à-dire évaluer une nouvelle démarche de prise en charge. J'ai pris comme exemple quelque chose qui a pas mal agité les esprits pendant un certain temps, qui est le traitement de l'appendicite aiguë. Est-ce qu'il faut traiter l'appendicite aiguë parce qu'on a toujours fait jusqu'à présent, c'est-à-dire l'appendicectomie d'urgence, ou bien est-ce qu'un traitement antibiotique, au fond, est peut-être suffisant? Et puis également des innovations dans le domaine de l'organisation, et en particulier évaluer l'intérêt d'un nouveau mode d'hospitalisation. Vous savez tout actuellement ce que l'on met autour de l'ambulatoire, et il est certain que nous devons évaluer pour chaque nouveau type d'intervention que nous faisons en ambulatoire l'intérêt que ça présente par rapport à l'hospitalisation conventionnelle. Et puis également, il y a des innovations dans le domaine économique, et de plus en plus, ce que l'on nous demande de faire, c'est d'évaluer le coût-efficacité d'un nouveau traitement, d'une nouvelle démarche, d'un nouveau mode de prise en charge. Alors, il y a beaucoup de techniques d'investigation clinique, et je vous ai fait un petit dégradé de couleur pour vous mettre les techniques qui ont maintenant un intérêt mineur par rapport à celles qui ont le plus d'intérêt. Tous ceux qui sont dans cette salle derrière ont passé beaucoup de temps dans les archives des hôpitaux pour faire ce qu'on appelait des études rétrospectives, c'est-à-dire qu'on revoyait les dossiers des patients qui avaient été traités 15, 20 ans auparavant, jusqu'à 1 an auparavant, et puis on essayait d'en tirer des conclusions pertinentes. Il y a aussi quelquefois l'observation d'un cas clinique. Maintenant, ce fait de rapporter un cas clinique paraît quelque chose qui n'a aucune valeur. En fait, de temps en temps, certaines découvertes ont reposé sur une observation chez un patient. Il faut bien en être conscient, il ne faut pas totalement rejeter cette idée que une très bonne réflexion à partir d'un cas clinique peut faire bouger beaucoup les choses. Et puis, de façon un peu plus sérieuse, il y a les études prospectives. Alors, les études prospectives qui sont non comparatives. Dans ce domaine, il y a les études cas témoins, par exemple, c'est-à-dire qu'on essaye d'apparier à la série de cas qu'on veut étudier une série de cas plus anciens qui est à peu près identique, et des techniques pour y parvenir.
Il y a également les suivis de cohortes en prospective qui sont quelque chose d'assez intéressant. Ça permet à partir d'un instant donné de noter tout ce qui se passe dans une population et chez des patients qui ont tel type de traitement. Et puis les technologies d'investigation clinique qui sont maintenant les plus recommandées, ce sont vraiment les vraies études comparatives, c'est-à-dire l'essai prospectif, contrôlé, randomisé, je vais y revenir après, ou la méta-analyse. La méta-analyse est une étude qui prend en compte toutes les études comparatives qui ont été réalisées en leur adressant une note en fonction de leur qualité. Cette note intervient sur la part que prendra cette étude comparative dans l'essai et dans la méta-analyse, et ainsi on réussit à montrer que sur un grand nombre d'études, eh bien, le résultat est plutôt en faveur de tel ou tel traitement ou telle stratégie. Tout ça peut aboutir à ce qu'on appelle les réunions de consensus, qui sont maintenant des réunions qui sont extrêmement bien calibrées, avec tout un protocole complexe, mais qui permettent à un groupe, à une discipline par exemple, de pouvoir dire, eh bien oui, avec tous les éléments dont on dispose, nous pouvons dire que ce traitement est supérieur à un autre, que cette démarche diagnostique est supérieure à un autre, et donc à partir de ces essais prospectifs, de ces méta-analyses et de ces réunions de consensus, eh bien, on aboutit à ce qu'on appelle des recommandations de pratique clinique, c'est-à-dire que dans un endroit, on estime que le traitement qu'il faut suivre ou la démarche thérapeutique qu'il faut suivre est bien établie et qu'on n'a en principe pas le droit de s'en écarter. Alors, effectivement, les niveaux de preuve amenés par ces investigations cliniques est très différent en fonction de la qualité du travail qui a été réalisé. Et donc, on voit bien que les essais, les preuves scientifiques établies, elles reposent principalement sur les essais comparatifs randomisés de forte puissance, ou sur les méta-analyses qui prennent en considération uniquement les essais comparatifs randomisés, ou même sur des processus mathématiques plus complexes qui sont les analyses de décision basées sur des études bien menées. Là, on peut dire qu'avec ces études, eh bien, on a une preuve scientifique qui est établie. Les études de niveau 2 sont les essais comparatifs randomisés de faible puissance. Les études comparatives je ne sais pas pourquoi j'ai mis randomisé. Il y a les études comparatives qui sont bien menées, même si elles ne sont pas randomisées, et puis certaines études de cohorte. Là, les résultats de ces études permettent d'avoir une forte présomption scientifique, mais pas une preuve scientifique établie, et donc on peut dire que probablement le meilleur traitement est celui-là, mais qu'il n'y a pas de preuve absolue. Et puis vous voyez que les études cas témoins, les études comparatives comportant des biais importants, eh bien, n'ont qu'un faible niveau de preuve scientifique et donc ne peuvent pas être retenues pour faire des recommandations de pratique clinique. Alors bien sûr, vous avez compris que la Rolls-Royce de l'investigation clinique, c'est l'essai comparatif, contrôlé, randomisé, qui sont des essais qui sont faits si possible en double aveugle, c'est-à-dire que l'investigateur et le patient ne savent pas ce qui a été réalisé, qui sont faits en intention de traiter, c'est-à-dire qu'on garde dans chaque groupe de patients celui qui a été fixé par tirage au sort, quelle que soit ensuite l'évolution du traitement qu'il a subi. Ces études sont soit unicentriques, soit encore mieux multicentriques, parce que le multicentrisme permet de gommer certaines particularités liées à certains services. Et ces études, elles sont assez faciles pour comparer deux médicaments. Elles sont plus difficiles et pas toujours facilement applicables pour comparer deux interventions chirurgicales ou de la chirurgie à l'autotraitement. Les chirurgiens ont longtemps été assez opposés à la pratique des essais comparatifs en disant c'est pas possible pour nous de comparer deux interventions chirurgicales selon ces procédés. En fait, cette habitude est en train de s'installer. Je vous ai montré là deux exemples de travaux qui ont été publiés dans des bonnes revues. L'un piloté par le groupe de Lille qui comparait l'ésophagectomie faite par voie ouverte ou par laparoscopie, donc c'était une étude multicentrique de très bonne qualité, et puis un autre qui a été publié aussi en 2011 dans le Lancet par notre groupe, qui était la comparaison entre justement le traitement antibiotique ou l'appendicectomie aiguë dans le traitement de l'appendicite aiguë. Donc vous voyez qu'on peut, en chirurgie, même si c'est difficile, faire des bonnes études
prospectives, comparatives, randomisées, contrôlées. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'actuellement, il y a une aide forte à l'organisation de ces essais dans les établissements hospitaliers et surtout dans les établissements hospitaliers universitaires. En effet, la méthodologie de ces essais, elle est complexe, elle nécessite de très bien définir l'objectif de l'essai, les critères de jugement qu'on va prendre en considération pour comparer les résultats, la description du nouveau traitement par rapport à l'ancien, des critères très précis d'inclusion des patients, un modèle mathématique qui permet de calculer l'effectif de patients, c'est-à-dire le nombre de patients qui devra être inclus dans l'essai, et les modalités de la randomisation. Donc vous voyez que toutes ces notions sont des notions qui sont assez complexes, que nous n'apprenons pas forcément au cours de nos études, et qui sont nécessaires et indispensables pour réaliser un essai comparatif contrôlé randomisé. Et donc nous disposons actuellement dans les établissements des unités de recherche clinique, qui sont des unités qui disposent de tout le personnel habitué à la méthodologie de ces essais, et qui donc vont aider à la conception de l'essai et à sa réalisation, et en particulier vont intervenir dans la réalisation de cet essai des gens très importants qui sont les techniciens et les assistants de recherche clinique, qui sont ceux qui vont vérifier que tout se passe normalement, qui vont recueillir toutes les informations auprès des patients et qui vont permettre d'avoir un cahier des charges qui soit bien établi. Puis c'est sûr qu'elle comporte aussi des statisticiens, des data managers, donc tout un groupe de gens qui sont maintenant arrivés dans les hôpitaux, principalement universitaires, pour aider à la réalisation de ces essais. Ces essais, ils coûtent aussi beaucoup d'argent, parce qu'effectivement, il y a un personnel qui est affecté, et donc faire un essai clinique coûte cher. Le coût d'un essai prospectif contrôlé, randomisé, est en général supérieur à 100 kg, et même pour les études qui prennent en compte un très grand nombre de patients, comme les études médicamenteuses, où on demande d'inclure un très grand nombre de patients, c'est souvent supérieur à 1 million d'euros. Donc vous voyez que l'institution peut s'offrir des essais à 100, 300, 400 kg. Quand on arrive à des sommes considérables, c'est souvent l'industrie qui peut financer simplement ces essais. Il faut bien comprendre que le coût de ces essais cliniques n'est pas compris dans le budget hospitalier, et que donc vous ne pouvez pas démarrer actuellement un essai clinique dans un établissement avec le budget de votre service. Alors, votre administration économique vous dira que ce n'est pas possible. Et donc actuellement, il y a des financements institutionnels qui sont réservés au financement de ces essais cliniques, et en particulier, mais de façon non exclusive au niveau de la GOS, du ministère de la Santé, qui sont des programmes qui s'intitulent Programme hospitalier de recherche clinique ou Programme de recherche médico-économique, ou les programmes hospitaliers de recherche infirmière et paramédicale, qui sont plutôt réservés aux recherches effectivement faites par les soignants, et également des programmes de recherche sur la performance du système de soins, qui cherchent plutôt à financer des études comparant des stratégies. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que lorsque l'on participe à un essai clinique, il y a un moyen de récupérer un peu de financement dans son service par un système assez complexe que je ne vous décrirai pas, qui s'appelle les mairies. Mais les mairies font que, en fonction des publications que vous avez et en fonction du nombre de patients que vous incluez dans les essais cliniques, il y a une dotation spécifique à l'hôpital, en plus de la dotation normale, et donc cette dotation est liée à l'activité de recherche et de publication. C'est un système qui est hautement complexe, mais qui favorise néanmoins, dans les établissements, les services qui participent à l'évaluation clinique. Alors, qui fait de l'investigation clinique? Tout le monde, je dirais, tout le monde doit en faire. Ça fait partie de notre métier, c'est d'évaluer ce que nous faisons. Et donc tout le monde peut en faire, mais bien entendu, comme le disait tout à l'heure Xavier, c'est plutôt réservé aux hôpitaux universitaires, dont c'est l'une des missions. Et donc chaque projet d'investigation clinique, il est pris en charge par un investigateur principal. Là, on entend souvent parler de ça, le PI en Angleterre, qui organise, coordonne, suit et amène à son terme l'investigation. C'est beaucoup de travail, et qui est responsable de la diffusion des résultats, et en particulier des publications. Alors, pour être
Investigateur principal, je pense qu'il faut déjà avoir dépassé le stade de l'interne, c'est-à-dire qu'il faut quelqu'un qui soit fixe dans un service et qui passe un certain temps, parce que faire un essai clinique, ça prend du temps. Et donc, à votre stade, vous ne serez sûrement pas encore, ou peu probablement, un investigateur principal d'investigation clinique. Mais ce qui est important pour vous, au cours de votre internat, c'est de participer, de rentrer quand même comme investigateur associé dans ces essais et de participer à cette mécanique de l'investigation clinique qui devient absolument indispensable pour évaluer ce que l'on fait. Voilà, ça c'était le premier point, l'investigation clinique, et je crois que tous, vous devez vous intéresser à ça et essayer de rentrer dans des essais et comprendre comment ça se passe. Et je dirais qu'actuellement, même, les programmes de financement favorisent aussi l'investigation clinique qui n'est pas faite dans les centres universitaires. Il y a en particulier des programmes d'investigation clinique qui incluent les médecins généralistes, et je crois que c'est bien d'inclure toute la population médicale dans cette investigation. Le deuxième point dont je voudrais vous parler brièvement est la recherche. Donc la recherche, c'est vraiment, on est là dans un registre complètement différent. La recherche, c'est les travaux qui sont réalisés dans un laboratoire de recherche. Et ces travaux, ils ont pour objet de répondre à une question fondamentale de recherche. Alors, j'ai pris un exemple dans ma spécialité, mais pourquoi, par exemple, le cetuximab n'est pas efficace sur certains cancers coliques? C'est une question qui est assez fondamentale, qui commence à être résolue par les travaux de recherche, et en particulier de génétique du cancer. Cette recherche, elle peut être faite sur l'animal, et il y a pas mal de modèles expérimentaux qui utilisent le gros, surtout le petit animal. Je vais prendre comme exemple des travaux qui ont été présentés tout récemment dans le forum de recherche chirurgicale. Donc il y avait par exemple un travail qui s'appelait la production in situ d'un greffon osseux vascularisé en site ectopique et transplantation en site orthotopique chez la brebis. Donc voilà un exemple typique d'un travail de recherche de laboratoire qui est fait sur l'animal. Mais il faut bien comprendre que la majorité des travaux de recherche ne sont pas faits chez l'animal, comme tous les travaux qui utilisent actuellement toute la biologie moléculaire, la génétique, toute l'imagerie cellulaire, par exemple. Bon, c'est des travaux qui ne sont pas faits sur l'animal. On a eu au cours de ce forum la présentation d'un papier sur le statut d'hyperméthylation des corticosérénalomes par un séquençage au débit. Donc vous voyez là qu'on est complètement loin de la recherche chez l'animal. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces travaux de recherche, ils peuvent nécessiter une habileté et un savoir-faire chirurgical, en particulier quand il y a l'utilisation de modèles animaux. Vous savez qu'il y a actuellement une débauche d'animaux transgéniques qui sont très importants pour la recherche, ou parfois même de techniques interventionnelles chez le petit animal. Il y a le très beau modèle, par exemple, de transplantation cardiaque chez la souris. C'est un vrai challenge pour les gens qui font de la microchirurgie. Mais ces travaux ne sont pas de la chirurgie expérimentale. Ce n'est pas le développement de nouvelles interventions ou un entraînement chirurgical qui, là, sont faits dans les écoles de chirurgie ou au niveau des enseignements de microchirurgie. Ces travaux de recherche, ils sont faits en général au sein d'équipes de recherche et d'un laboratoire de recherche institutionnel, le plus souvent de l'INSERM ou du CNRS ou de l'INRA ou de l'INRIA. Il y a beaucoup d'institutions, l'INSERM fournissant les sites principaux. Alors, pourquoi faut-il faire de la recherche quand on est chirurgien? Je crois qu'on peut très bien être un excellent chirurgien sans avoir jamais fait de la recherche. Il faut bien en être conscient. Mais néanmoins, quand on a fait de la recherche, on est, je crois, un meilleur chirurgien parce que ça amène un certain nombre de qualités qu'on ne retrouve pas en dehors de la recherche, qui sont l'apprentissage du raisonnement logique, qui est souvent différent de l'apprentissage du raisonnement médical, la conduite d'un protocole de recherche du début à la fin, qui aussi n'est pas une particularité des équipes médicales, la compréhension des mécanismes de l'innovation, et puis aussi l'introduction dans la communauté scientifique. Et donc, assez longtemps, on a pensé que les chirurgiens étaient ceux qui vraiment guérissaient les malades et n'avaient pas besoin de science, mais je crois que ça, maintenant, c'est du passé. Nous devons être dans la communauté scientifique en général. Alors, je vous rappelle quelques grands noms de la chirurgie quand même. Shinya Yamanaka, c'est un orthopédiste. C'est lui qui a découvert les cellules souches IPS. Il a eu le prix Nobel pour ça en 2012. Anthony Atala, qui appartient d'ailleurs à notre communauté de l'Académie de chirurgie, qui est un urologue, mais qui a fondé un très grand centre de médecine régénératrice à Winston-Salem,
ou quelqu'un encore de façon plus ancienne comme Tom Starzl, était un chirurgien transplanteur, mais qui était à un moment le leader vraiment mondial de la régénération hépatique. Et donc on voit que des chirurgiens de renom sont également des très bons chercheurs. Il y a aussi des Français, par pudeur, je n'ai pas voulu marquer leur nom ici, mais nous avons aussi un bon nombre de chirurgiens français qui sont des très grands scientifiques. Le protocole de recherche est vraiment le point important parce que ça fixe le raisonnement. Donc, il y a une démarche scientifique qui inclut l'objectif précis, la stratégie pour atteindre l'objectif, la définition d'un protocole expérimental, la maîtrise des techniques du protocole expérimental, qui vérifie le bon déroulement des expérimentations, qui justifie une interprétation rigoureuse et une discussion des résultats. Et donc, par ce biais, on arrive à une réponse précise à une question posée précise, avec des conclusions et des applications. Alors, quels sont actuellement, je vais dépasser mon temps de façon très brève, mais les domaines de recherche dans lesquels excellent les chirurgiens? Bien sûr, ces domaines de recherche, ils sont ceux qui concernent principalement la chirurgie, mais c'est très évolutif au niveau du temps. Si on prend ce qui se passe le plus en France pour l'instant, on s'aperçoit qu'il y a surtout la chirurgie oncologique, et on avait lors du forum des travaux sur... des travaux sur, par exemple, l'insertion, je suis désolé, et puis en salle, des travaux sur l'insertion d'un stent dans les cancers du côlon obstructif. C'était vraiment un point qui était très important au point de vue clinique, donc on voit comment y répondre. C'est aussi la chirurgie réparatrice. Par exemple, on a eu une présentation sur la nouvelle approche d'ingénierie tissulaire pour la reconstruction osseuse en territoire irradié, mais aussi sur les nouvelles technologies chirurgicales. Il y avait à ce forum un très joli travail sur l'analyse optique multimodale en temps réel pour optimiser la résection des tumeurs en tissu cérébral. Mais ces chapitres, qui sont fortement représentés pour l'instant dans la recherche chirurgicale, ne sont pas exclusifs. Et il y a eu, et c'est le travail qui a gagné le prix d'ailleurs, un très joli travail sur le développement d'un modèle murin de récidive post-chirurgicale de la maladie de Crohn chez le rat HLA-B27. Donc vous voyez que c'est un registre extrêmement étendu. Alors, quand faire cette recherche? Donc la première opportunité que vous avez tous, c'est de faire un Master 2 de recherche, donc, qui comporte 6 mois à 1 an de recherche à temps plein dans un laboratoire institutionnel, qui est fait en général maintenant pendant l'internat, mais qu'on peut même faire avant l'internat. Il y a des parcours qui le permettent. Et ça, c'est vraiment un point important. Et moi, je recommande à la majorité des chirurgiens de passer ce temps minimum à faire de la recherche dans un laboratoire. La deuxième opportunité, c'est de faire une thèse d'université. Donc, c'est une voie qui est obligatoire pour les carrières hospitalo-universitaires, qui justifie 3 ans de recherche temps plein dans un laboratoire, qui est parfois un peu aménagé pour les chirurgiens. Il y a pour l'instant beaucoup d'enthousiasme dans beaucoup d'universités américaines et en train de le mettre en place en France, des parcours très très exceptionnels qui sont les parcours MD, PhD, où les étudiants de médecine interrompent à partir de la 3e année leurs études médicales pour faire un master et une thèse de sciences et puis réintégrer ensuite le parcours médical. C'est un parcours très exigeant, mais on a l'impression que les gens qui sont formés au bout sont assez exceptionnels. Je suis le tuteur médical actuellement d'un étudiant qui veut faire de la neurochirurgie, qui fait ce parcours MD-PhD, donc c'est pas interdit pour des gens comme vous. Et puis ensuite, pendant le parcours professionnel, il faut essayer de travailler dans les services qui sont liés à des équipes de recherche. Et il y a même très exceptionnellement des unités de recherche chirurgicale qui permettent d'accueillir de façon beaucoup plus favorable encore les médecins, les chirurgiens. Je voulais pour terminer dire un tout petit mot sur la recherche translationnelle. Je suis désolé, mais il y a peu de temps, mais il y a un certain nombre de mots qu'il faut savoir, parce que la recherche translationnelle, c'est quelque chose, c'est un terme qui est presque galvaudé pour l'instant, mais qui veut dire que la recherche, ça ne sert pas uniquement à démystifier un certain nombre de process, ça sert principalement à augmenter la qualité des soins aux patients, et puis également à faire fonctionner l'industrie. Voilà. Et donc, il n'y a vraiment pas de distinction entre la recherche dite fondamentale et puis cette recherche appliquée qui permet d'avancer. Donc, en dehors de l'accroissement du savoir, l'objectif final de la recherche est d'augmenter la qualité des soins aux patients et de proposer rapidement des développements industriels. Et donc, ça veut dire que la recherche académique et la recherche industrielle doivent toujours être très proches l'une de l'autre, contrairement à ce qui souvent a été admis, elles doivent être très proches l'une de l'autre.
et que les notions d'application aux patients, de valorisation industrielle, de propriété intellectuelle, elles doivent être connues des chercheurs très précocement pour qu'il n'y ait pas de fossé qui se crée entre la recherche académique et la recherche industrielle. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je suis prêt Merci. à répondre à un tout petit nombre de questions parce que je suis en Merci retard. beaucoup, Dominique. Je ne vous ai pas présenté Dominique Franco, je suis vraiment navré. Moi, je voudrais dire une chose. Moi, je le connais à travers ma spécialité d'urologue, je ne le connais pas à travers sa spécialité de chirurgie viscérale. Mais comme on le voit des autres spécialités, c'est la personne en France qui a instauré le cursus de recherche chez les chirurgiens. Dans les années 80, pour être universitaire, il fallait avoir ce qu'on appelait un DEA, maintenant qui est devenu un master. Et donc c'est lui qui a mis sur pied le master de sciences chirurgicales. Et je pense que 90% des professeurs, je ne sais pas si c'est 90%, enfin, c'est à peu près probablement ceux qui sont nommés actuellement en chirurgie, ils sont passés par la filière, alors maintenant c'est plus exclusif, mais c'est la filière qui l'a initié dans les années 80. C'est très important qu'on ait des spécialités pour les chirurgiens et qui nous amènent à un niveau élevé de publication. Moi j'ai été doyen pendant 10 ans de faculté. On disait toujours, le chirurgien, bon, il n'a pas un exposé de titres et travaux qui est très important parce qu'il fait beaucoup de garde. On dit ça des gynécologues aussi, beaucoup. Maintenant, on ne dit plus ça. On ne dit plus ça, justement parce qu'on a une formation dédiée. Et je pense que c'est très important. Et vraiment, il vous a fait l'exposé qui correspond à ce que vous, le futur universitaire, vous devez faire à travers ce type de filière. Et maintenant, je vois les jeunes PU de chirurgie, ils ont un cursus qui est souvent plus important que beaucoup de spécialités médicales. Donc je pense qu'il en est un peu responsable. Voilà, donc est-ce que vous avez des questions? Quand je dis un peu responsable, c'est beaucoup. Hein. Oui. Vous avez des questions? Je sais que vous avez dit que vous ne vouliez pas trop en parler, mais les points SIGAPS, etc., en fait, l'argent vient d'où, finalement? Parce que l'hôpital donc trouve des fonds pour financer la recherche clinique, et ensuite, il y a des points SIGAPS qui sont redistribués à l'hôpital, mais en fait, cet argent, il est donné par qui? L'argent vient du ministère de la Santé. C'est-à-dire que vous savez qu'actuellement les hôpitaux ils sont dotés d'argent en fonction de leur activité, hein, voilà, et donc les essais, l'investigation clinique n'apparaît pas dedans. Mais maintenant, il y a un système qui fait que quand on est dans un essai clinique, quand on inclut des patients, on a c'est le SIGREPS. Ne me demandez pas ce que veut dire SIGREPS et SIGAPS, j'ai oublié, mais on a à chaque fois qu'on inclut un patient, on a des points. Et donc, ces points permettent d'avoir une fraction de financement en plus par rapport à la dotation normale de l'hôpital pour son fonctionnement. Et ça, c'est important, parce que les gens disaient avant, ouais, mais on fait de la recherche, ça nous prend des gens, ça nous coûte de l'argent, ça nous rapporte rien. C'est pas vrai, ça rapporte un peu. C'est un système très complexe, qui est sûrement pas parfaitement au point, mais en tous les cas, il y a l'idée, il y a l'étincelle que quand on fait de l'investigation clinique, on est rétribué. Mais je veux rebondir sur ce que tu dis pour confirmer que ça peut correspondre, les points mairie, à 15% du budget d'un établissement. 15%, c'est énorme. Alors quand vous avez un établissement qui a 1% avec ses points mairie pilote qu'à 15%, ben, c'est sûr qu'il y a un problème en termes de développement de l'établissement. Et je voulais rebondir aussi sur ce qu'il a dit, parce que je trouve que c'est très important. La recherche fondamentale, même si tu n'aimes pas qu'on dise ça comme ça peut être un petit peu plus compliqué. Mais je pense que tous les étudiants en médecine devraient être intégrés dans leur service et avoir les bases pour participer à l'investigation clinique. Parce que c'est quand même... On a un nombre d'étudiants qui ne savent pas forcément trop quoi faire pendant les stages. Et je pense que là, c'est vraiment du matériel humain, entre guillemets, qui pourrait trouver un intérêt au stage dans chaque service, à condition qu'ils aient une initiation. Et donc, ça veut dire que je pense que l'investigation clinique devrait être enseignée en tout début de deuxième cycle.
pour que vous puissiez justement vous mettre là-dedans. Et puis après, vous seriez obligé de faire ça toute votre carrière parce que vous trouveriez que c'est tellement intéressant, surtout quand on a les résultats. Et alors je veux dire qu'il y a quand même un rôle facilitateur par rapport à ce qu'on a connu il y a 30 ans dans les établissements avec la création de ces unités de recherche clinique. Parce que quand il fallait faire de la recherche clinique et puis après dans des choses prospectives, et puis on n'avait rien fait, et puis après on disait il faut retrouver les trucs. Là, moi je vois que depuis une quinzaine d'années, dans le service où je travaillais, on avait des arcs qui venaient faire le travail. Alors évidemment, il faut quand même les aider et puis être prêt à répondre à leurs questions, mais ça roule tout seul. Alors qu'avant, c'était la galère et souvent les travaux s'interrompaient parce que ah ben non, j'ai rien fait depuis un an. Et là, on est capable, dans un service de province comme le mien, de rentrer en prospectif 200 malades sur une thématique très fréquente dans le service en moins de 2 ans. Donc, je veux dire, ça paye. Et puis, l'hôpital, il en retire un bénéfice. Donc, on est bien vu par toute la communauté. Et sur le plan intellectuel, on se sent intégré comme des universitaires qu'on est. Et donc ça, je pense que vraiment, c'est très important ce qui a été dit en termes de capacité pour tous les médecins, bien sûr les futurs chirurgiens, à intégrer la recherche, l'investigation clinique, pardon. Philippe. Oui, je voudrais compléter ce que vient de dire Georges pour en ce qui concerne l'implication des internes, chefs de clinique, jeunes chirurgiens dans la recherche clinique. Dans les années 80, quand Dominique montait ce qu'il vous a décrit aujourd'hui, il y avait les associations de recherche clinique qui avaient été montées en Île-de-France, puis élargies progressivement aux universitaires, puis à l'ensemble du territoire, qui étaient pilotées par toute une équipe restreinte, dont Jean-Marie Hay était le leader, et qui nous a appris à travailler comme ça. Et actuellement, ça existe toujours sous le nom de French. Et French va faire, en hommage à Jean-Marie Hay, une séance à l'Académie début mars. Et je crois que ça, c'est très important. Et si ça vous intéresse, moi, je vous invite à venir à cette séance qui sera à la fois très contemporaine. L'équipe de Lille vous montrera tout ce qu'on fait actuellement chez French d'une façon extrêmement moderne. Et en même temps, une séance historique en mémoire de tout ce qui a été fait à partir des années 80. Ce qui a été très important pour décomplexer les chirurgiens vis-à-vis de l'investigation clinique. Donc là, on est dans un séminaire d'installation. Alors, on peut vous donner quand même quelques conseils. Ceux qui, éventuellement, veulent faire une carrière de praticien hospitalier ou même dans le privé, parce que de temps en temps, dans les villes de faculté, on a celui qui s'est installé et puis qui revient à l'hôpital pour être PU. Parce que de temps en temps, dans certaines villes, on manque de PU. Il y a des filières où on n'a plus de professeurs. Hein. Pas dans les grandes villes, mais dans des villes moyennes, vous avez de temps en temps besoin d'un PU. Et il n'y en a pas. Personne n'y va, ou ils n'ont pas été localement capables de faire une filière parce que c'est très difficile. Et de temps en temps, vous pouvez être la personne, et si vous avez envie, vous voulez y aller, mais il vous manque le master, il vous manque la mobilité. Donc faites attention dans votre cursus, même si vous avez... il faut déjà avoir envie d'avoir un cursus universitaire, mais si vous ne l'avez pas au jour d'aujourd'hui, essayez quand même d'avoir les prérequis principaux, si le jour où vous avez une opportunité de pouvoir le faire. Vous pouvez, en étant praticien hospitalier, bien sûr, être PU dans votre service universitaire. Hein. Ce n'est pas obligatoirement la voie de PHU, chef de clinique, PHU et PU. Il y a des praticiens hospitaliers qui, parfois un peu tardivement, deviennent PU. Mais il faut que vous ayez tout le prérequis. Donc ne négligez pas les publications, bien évidemment, mais aussi les prérequis, genre mobilité, genre Master 2. Voilà. Donc c'est petit conseil. De temps en temps, la vie vous amène dans des choses favorables. On n'est pas à l'abri d'un coup de chance. Une petite question aussi. On n'a pas développé Est-ce que la recherche c'est réservé au milieu universitaire? Est-ce que par exemple, parce qu'il y en a plus des publications viennent des médecins libéraux et d'établissements libéraux. Est-ce qu'il y a des recherches cliniques dans ce milieu, par exemple?
Alors, actuellement, il est vrai que la majorité des travaux viennent des hôpitaux universitaires ou éventuellement des hôpitaux généraux non universitaires et peu viennent du privé. De plus en plus, les processus de financement dont je vous ai parlé, le PHRC, le PRME et tout, essayent de faire en sorte que des médecins du privé soient inclus dans ces essais parce que ça permet d'apporter une autre population de patients, souvent, et ça c'est important, et donc d'avoir une estimation de ce qu'on fait plus générale que celle réservée à un hôpital universitaire. Donc même si ça reste quelque chose de très petit, je crois qu'il y a une tendance à faire en sorte que cette évaluation, cette investigation clinique soit faite par l'ensemble des praticiens. Et donc, si vous êtes praticien un jour dans le privé, surtout essayez d'intégrer les études. Voilà. Chez les odontologues, par exemple, il y a beaucoup de progrès pour l'instant en odontologie. Hein, c'est une science formidable, je trouve. Il y a énormément de travaux qui sont faits par les praticiens du privé, par exemple.